Aujourd'hui, 27 décembre 2017. Je vais vous parler les 8 dharmas n'existent que dans notre esprit. N'est-ce pas lui qui crée le jugement déterminant si une chose est bonne ou mauvaise? Naturellement, notre instinct cherche toujours les côtés positifs que sont le plaisir, le gain, l'éloge et la célébrité. Mais nous connaîtrons la liberté et la sagesse lorsque nous déciderons d'être présents à ce qui est et apprenons de n'importe quelle situation. Comment y parvenir? Il est bon de cultiver la curiosité à l'égard de nous-mêmes et des circonstances de notre vie pour fonctionner de façon créative et non réactive avec les 8 dharmas. Lorsque nous nous souvenons qu'un événement pourrait être soit bon, soit mauvais, nous pouvons renoncer au besoin de tout contrôler. De toute façon, nous ne pouvons jamais faire et vraiment contrôler quelques événements que ce soit. Par contre, la curiosité peut nous aider à colliger de l'information sur la façon dont nous nous sentons dans une situation en particulier. Nous pouvons prendre note des moments où nous souffrons. Comment nous sentons-nous lorsque nous avons perdu quelque chose ou quelqu'un? Comment nous sentons-nous lorsque quelqu'un nous a critiqués ou fait des reproches? Nous réagissons souvent par une attitude de défensive qui ne fait que masquer ce que nous sentons. La curiosité, au contraire, nous amène à garder une ouverture qui nous permettra de décider si nous voulons renoncer à notre attachement à la comédie que nous jouons et voir à la place ce que nous avons à apprendre. Afin de dépasser la comédie de l'injustice ou l'attitude de défensive générée par la peur, observez ce qui se passe dans votre esprit quand il y a un changement dans votre vie. Avez-vous peur et vous refermez-vous? Ou bien pensez-vous qu'il y a une raison à ce qui arrive et adoptez-vous une attitude d'ouverture? Pour rester ouvert, Steve Cooper, le chef d'un groupe musical de Chicago, est presque toujours optimiste et ouvert dans la vie. Je garde tout le temps à l'esprit que la vie est magique et si vous êtes ouvert, dit-il, tant de gens sont négatifs. Vous pouvez trouver que les choses vont en empirant. Mais je crois, pour ma part, que de plus en plus de gens sont davantage conscients et compatisants. J'essaie de rester ouvert à l'aspect positif des choses. Si je tente d'analyser les synchronicités qui se produisent dans ma vie, je pense que cela en interrompt le flot. C'est un peu comme quand on joue d'un instrument de musique. Il ne faut pas trop y penser. Et quand les choses ne vont pas comme vous le voulez, vous devez lâcher prise. Là, je vais vous expliquer c'est quoi le karma. Selon la philosophie orientale, chaque pensée que toute personne n'a jamais eue continue d'exister dans le champ universel. Et à toute action correspond une réaction. Par conséquent, un contretemps inexplicable ou un revirement de situation semblera n'avoir aucun fondement visible du fait que sa cause réelle remonte trop loin dans le temps. La notion de karma aide à expliquer comment certains événements horribles arrivent à des personnes innocentes, entre autres les accidents, les morts prématurées et les assassinats. Si vous admettez que le temps dans la vie ne signifie rien dans le sens le plus large, et que vous puissiez vivre de nombreuses vies différentes dont les actions n'ont pas été équilibrées, alors il est censé que votre vie actuelle soit une occasion de liquider de vieilles dettes ou de finaliser des situations en suspens. Point besoin de vous inquiéter constamment qu'un méfait plane au-dessus de votre tête. Il n'existe aucun moyen de prévoir la venue d'un mauvais karma, et il n'est pas non plus possible ni utile de le connaître. Nous oublions notre raison d'être à la naissance parce que chaque nouvelle vie doit repartir à zéro. La joie ou la créativité se ferait rare si nous ne devions toujours traîner le passé derrière nous. Par contre, lorsqu'un méfait se produit dans notre vie, la seule question à se poser est « Comment est-ce que je vais réagir ?» Si vous êtes dans l'impasse, dans la confusion ou contrarié, il se pourrait que vous ayez besoin d'examiner, de raffiner et de transformer votre caractère. Un changement soi-disant négatif dans votre vie pourrait bien s'avérer le catalyseur qui vous apprendra à pardonner, à faire plus confiance, à développer la patience ou à persévérer face à l'adversité. C'est lorsque nous nous composons
avec ce que nous ne voulons pas que nos accomplissements et notre discernement prennent de l'ampleur. Bon, là, je vais expliquer c'est quoi la métaphysique. La métaphysique, c'est une branche traditionnelle de la philosophie concernée par l'explication de la nature fondamentale de l'être et du monde qui l'englobe, ou la nature de la réalité que l'homme éprouve et les effets de cette réalité sur la vie humaine. Un médecin légiste examine la nature de la réalité, y compris la relation entre l'âme, l'esprit et la matière, en particulier les aspects de la réalité qui sont sans réponse par l'observation scientifique, l'analyse ou l'expérience. La guérison métaphysique est toute thérapie holistique ou modalité de traitement traitant de la relation de l'âme, le mental et le corps et les effets spirituels invisibles de la réalité sur la santé humaine. La manifestation de la conscience. Ce qui importe en chacun de nous, c'est que la conscience puisse se manifester lorsqu'il se produit changement et transformation. Aussi longtemps que nous nous accrochons à notre ego et à nos problèmes personnels, il nous est impossible d'entendre la voix de l'univers. Joseph Campbell et la puissance du mythe. La pensée créatrice exige de l'attention. Le pouvoir de l'attention est, comme nous l'avons constaté, l'arme du surhomme. L'attention développe la concentration. La concentration développe le pouvoir spirituel. Et le pouvoir spirituel est la force la plus puissante qui existe. Telle est la science qui embrasse toutes les sciences. De tous les arts, c'est l'art le plus significatif pour la vie humaine. La maîtrise de cette science et de cet art offre une possibilité de progression éternelle, la perfection. Dans ce cas-ci, ne s'acquiert pas en 6 jours, ni en 6 semaines, ni en 6 mois. C'est le travail d'une vie. Ne pas avancer, c'est reculer. Que l'appel soit votre guide. Le changement peut nous faire connaître la terreur de la mort ou de la transformation absolue. Vous aurez l'impression d'être happé par l'inconnu et de perdre le contrôle, mais vous devez faire confiance à l'appel qui vous vient de l'intérieur. Il est là. Suivez votre passion, soyez votre passion. Cynthia Gonzalez, conseillère transpersonnelle. Comment augmenter le niveau de votre énergie? Bon, sachez quand manger. Allégez votre fardeau. Élaguez l'inutile dans votre vie. Faites-en moins. Fréquentez des gens qui vous inspirent. Déléguez. Soyez ponctuel. Parlez moins. Faites de l'exercice. Practical mysticism. Trouvez l'inspiration dans un moment de besoin. Je déteste les plans logiques. Je trouverais cela faux et dangereux. Quant à moi, de partir d'une idée claire, bien définie et bien cernée pour ensuite la mettre en pratique. Il faut que j'ignore totalement ce que je ferai. C'est quand je suis plongé dans l'obscurité et l'ignorance que je trouve les ressources dont j'ai besoin. Ça vient de Federico Fellini dans Creators on Creating. Ne craignez pas de faire un changement soudain et radical si l'occasion se présente et que vous estimez, après avoir bien supposé la situation, que c'est la chose à faire. Ne passez jamais à l'action de façon soudaine ou radicale lorsque vous en doutez. Ça vient de Wallace D. Waltels, Science of Getting Rich. Soyez prêt à renoncer au modèle proposé tout au long de votre cheminement. Il n'y a pas de honte à avouer ses erreurs. Le Mahatma Gandhi mena un jour une manifestation de protestation où nombreux étaient ceux qui, par les milliers de participants, avaient délaissé emploi et foyer pour endurer une rude épreuve. Alors que la manifestation allait bon train, Gandhi la fit arrêter et demanda aux gens de se disperser. Ses lieutenants vinrent le voir et lui dirent « Mahatmaji, vous ne pouvez faire cela. Cette manifestation a été planifiée depuis longtemps. Il y a tellement de gens impliqués. » Gandhi répondit « Ce à quoi je suis engagé, c'est à la vérité, telle que je la vois chaque jour, pas à l'uniformité. » Ça vient de Ramdas, Journey of Awakening. Un réveil qui s'étale sur 2 générations. La première génération du mouvement de la conscience concernait plutôt ce que l'on pourrait qualifier d'éveil personnel, c'est-à-dire que le questionnement était d'ordre individuel. Dans les années 80 et 90,
La seconde génération de ce mouvement de la conscience devint ce que l'on peut qualifier d'éveil culturel. Le travail des protagonistes de cette seconde génération a été d'ouvrir les yeux, de percevoir les choses et d'amener une présence consciente dans leur vie pour aider à instaurer la guérison à l'échelle planétaire. Paul Ray et Cherry Ruth Anderson dans The Culture Creative. Il est donc inévitable que le fait d'entretenir des pensées positives, constructives et altruistes ait un effet salutaire de grande envergure. La compensation est la note dominante de l'univers. La nature cherche constamment à trouver un équilibre. Là où quelque chose a été mis, quelque chose doit être reçu, sinon un vide se forme. L'observation de cette règle vous bénéficiera à un degré tel que cela justifiera amplement votre effort de suivre cette ligne d'action. Là, je vais vous parler d'incubation. Quelles sont les conditions pour être créatif? En premier lieu, il faut physiquement être en contact avec le médium. Les gens ne pourront créer avec un médium que s'ils ont un contact réel avec lui. L'élément de spontanéité est hors de contrôle de la personne. Cependant, bien qu'elle se produise de façon imprévue, la spontanéité nécessite l'observation de certaines conditions. Étudiez, préparez le terrain. Observez mentalement comment les choses s'imbriquent. N'écrivez rien encore. Découvrez ce qui manque et poursuivez vos recherches. N'arrivez pas à une solution trop prématurément. Assurez-vous que le travail préparatoire est fluide pour que la transformation puisse advenir. Lorsque vous êtes prête à passer à l'étape suivante, vous devez vous poser une question claire. N'y pensez pas. Videz-vous seulement l'esprit de tout ce que vous en savez. Tout ce qui reste, c'est le besoin de trouver une réponse. Adaptation du texte de J. Bennett dans Creators on Creating. Les groupes thérapeutiques possèdent, eux, des ressources professionnelles impliquées dans leur développement, de l'autonomie des participants en vue de leur réinsertion sociale. Le type de thérapie qui y est appliqué est principalement centré sur le quotidien des personnes et sur les participants à ces activités socioculturelles. Plamondon 83. Selon l'environnement dans lequel ils évoluent, on distingue deux catégories de groupes thérapeutiques, les communautés thérapeutiques et les réseaux. Les communautés thérapeutiques, dans ces groupes, les résidents, les animateurs, les thérapeutes et les gestionnaires vivent et travaillent ensemble en vue de produire des changements dans le comportement et la personnalité des individus. Par l'analyse systématique des événements survenant dans la communauté, une communication la plus ouverte possible entre les membres, une réduction de la structure hiérarchique permettant de procurer un réel sentiment d'appartenance, on tente de créer une atmosphère dans laquelle la personne pourra se sentir libre de faire des erreurs, de se découvrir elle-même, de croître et d'apprendre à mieux vivre. Le conte est Tourigny en 83. Selon les communautés, le patient suit ou non une psychothérapie individuelle de son choix, en dehors de la communauté. Les thérapeutes, attachés à la communauté, étant là principalement pour aider et à solutionner les problèmes éventuels engendrés par la cohabitation. C'est notamment le cas des 3 communautés anglaises de l'association Arbour, principalement centrée sur la vie communautaire. Parmi les autres associations existant dans différents pays du monde occidental, il faut citer la Philadelphia Association, toujours en Angleterre, mise sur pied par Lane, et dont la tendance est psychanalytique. Elle permet aux résidents d'effectuer un véritable voyage à travers la folie, au sein même de la communauté. Barnes et Berkey en 71, afin de rassembler son corps et son esprit éparpillés et de permettre que son langage avec sa logique propre lui devienne compréhensible, en cherchant les racines, parfois même avant la naissance, dans la vie intra-utérine, Lane en 86. La caractéristique essentielle des communautés thérapeutiques réside dans le refus de soigner, au profit d'un accompagnement apportant réconfort et support aux résidents, intégrés
dès le début de son séjour comme membre à part entière de la communauté. C'est d'ailleurs lui qui doit faire personnellement sa demande d'admission, qui est prise en considération par les autres membres. De plus, s'il était soumis à une médication avant son entrée, c'est lui qui va décider de la poursuivre ou non, après en avoir discuté avec le psychiatre qui l'avait prescrit antérieurement. Ainsi, la communauté vise à renverser les barrières constituées à la fois par l'utilisation du modèle médical, par le nombre important de résidents, par la structure sociale fortement hiérarchisée et par l'utilisation systématique de médicaments qui sont le propre de l'institution psychiatrique et qui empêchent l'établissement d'une relation authentique avec le patient. Ça vient de Mosher et Men en 1978. Bon, pour en conclure, je vais parler de l'intervention sociale. L'efficacité de l'action communautaire n'est plus à démontrer. Celle-ci demeure cependant limitée à des expériences poursuivant des objectifs précis, qui sont très souvent en but à l'inertie de la société et aux tracasseries bureaucratiques découlant de la méfiance et parfois du rejet qu'elles suscitent de la part des institutions. Mais, surtout, toutes ces initiatives pallient les problèmes les plus urgents en cherchant à les solutionner. Les centres de crise sont là principalement pour intervenir auprès des personnes en danger. Les groupes d'entraide reposent essentiellement sur la volonté des individus de développer une autonomie individuelle. Les communautés thérapeutiques poursuivent le même but, mais demeurent très faibles en nombre et limitées dans leur capacité d'accueil. Quant aux programmes de prévention et d'éducation, ils restent relativement restreints dans leurs applications. Et, même si leur efficacité était reconnue, ils pourraient tout au plus maintenir les conditions existantes en les empêchant de se détériorer. Mais ils ne seraient en aucun cas capables de transformer l'environnement social. Cette transformation ne peut s'effectuer que par une intervention de divers intervenants sociaux, y compris les psychologues communautaires, afin de dénoncer systématiquement les conditions de vie faites à certains individus, d'analyser et de traiter leurs problèmes en tenant d'abord compte de leurs besoins réels et des carences de leurs environnements physiques et sociaux, et de multiplier les recherches en diffusant de façon accessible toute l'information qui peut en résulter. Ça vient de Bouchard en 83. Tant qu'une réelle volonté politique n'imprimera pas une orientation dans le sens d'un changement social en profondeur, mettant l'accent sur la prise de conscience, l'échange et la coopération entre individus, groupes et institutions, il y a peu de chances de modifier un état de fait imposé par une société marchande, plus centrée sur la productivité et la rentabilité que sur la santé mentale de ses membres. Nous faisons partie du réseau. Lorsque vous ouvrez enfin les yeux et constatez à quel point vous êtes liés à tout, une paix immense vous envahit. Après tout, comment pourriez-vous vous perdre dans ce réseau géant puisque vous en faites intégralement partie? Mais la paix ne dure pas, car vous comprenez rapidement que ce réseau de relations comporte aussi bien la douleur que le plaisir, la souffrance que le ravissement, et que l'infime partie du tout qui réside dans le corps qui comporte votre nom peut aussi bien se retrouver dans le creux de vagues qu'à leur sommet. L'illumination ne vous empêchera pas de vous écraser si vous ne savez pas voler correctement. Alors, dans un certain sens, rien ne change, mais en même temps, tout est différent. Ça vient de James A. Ogilvy, Living Without a Goal. Nous ne faisons rien de grand, seulement de petites choses avec un grand amour.